Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Anaïs a 35 ans, elle est autrice et scénariste. Elle est la créatrice de la newsletter Belle Doche et last but not least, elle a un bel enfant de 13 ans et demi. Anaïs est donc belle-mère. Elle n'a pas choisi ce rôle, il lui est tombé dessus. Anaïs est tombée follement amoureuse de Julien et vice-versa, et il avait un enfant. Voilà. C'est comme ça qu'on devient belle-mère, sans y avoir du tout été préparée, sans l'avoir jamais projetée. Quand Anaïs devient belle-mère, elle cherche à en savoir plus, à se renseigner, à lire, à écouter, mais elle ne trouve rien. On l'a déjà dit ici, et c'est bien la raison de l'existence de ce podcast, les représentations des familles recomposées sont rares, les figures positives des belles-mères encore plus. Alors comment trouver sa juste place en n'étant ni une maman, ni une figurante ? Comment être la belle-mère parfaite, ni trop en marge, ni trop envahissante ? Comment construire sa vie autour d'un enfant qui n'est pas le sien ? Comment trouver sa place sans empiéter sur celle de l'ex-conjointe, maman du bel enfant, toujours présente dans la vie de celui-ci et donc dans celle d'Anaïs ? Comment jongler entre une semaine à 2 comme un jeune couple sans enfant et l'autre à 3, dans laquelle les besoins de l'enfant sont à nouveau placés au centre ? Et au milieu de tout ça, comment ne pas s'oublier et préserver son couple ? Dans cet épisode, Anaïs nous raconte sa vie de belle-mère, ce rôle parfois étourdissant. Les débuts de la relation avec son mec, la première rencontre sous pression avec le bel enfant,
la découverte de la facette père de son amoureux, son désir de non-maternité, les aspects financiers de cette famille recomposée, la place, pas facile à trouver, à côté de la maman du bel enfant. Et cette famille recomposée qui se construit. Elle nous livre ainsi sa vision de la belle maternité dans son ensemble, avec ses richesses, ses apprentissages, mais ses difficultés aussi. Merci infiniment Anaïs pour ta sincérité. Cet échange était si riche, j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Salut Anaïs, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Salut Élise. Alors moi je suis Anaïs, j'ai 35 ans, je suis autrice et apprentie scénariste et ma famille est composée de mon beau-fils qui a 13 ans et demi et de Julien, mon amoureux, qui a 43 ans. Ok, trop cool. Est-ce que tu veux nous dire déjà un peu plus? T'es l'autrice notamment d'une newsletter qui s'appelle Belle Doge, qui est géniale et que je conseille à fond, qui est qu'on peut trouver sur la plateforme Kessel. Ouais. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ce que tu fais ou on en parle au fur et à mesure? De toute façon, c'est sûr qu'on en parlera aussi au fur et à mesure, mais je sais pas. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus déjà ce que tu fais, ce que tu écris, avant qu'on rentre un peu plus dans ton histoire familiale? Eh ben absolument, je peux présenter déjà un peu ce que je fais. Ouais, vas-y. Donc moi, j'ai effectivement lancé une newsletter de témoignages de belle-mère, exactement comme ce que tu fais, parce que je trouve que c'est important de se donner mutuellement la parole et de donner aussi la parole à des femmes qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités. Qu'on se rende un peu compte de ce que c'est que notre quotidien de belle doche, loin des clichés, loin de la vision qu'on en a parfois d'une femme un peu acariâtre, très jalouse de ses beaux enfants. Alors ça peut être le cas, et très bien, mais il n'y a pas que ça. Et donc j'ai eu envie de lancer cette newsletter pour dédramatiser aussi et déculpabiliser certaines femmes qui parfois pourraient ressentir des émotions qu'elles comprennent pas forcément. Donc j'ai lancé cette news il y a un mois maintenant et ça fonctionne vraiment bien, je suis hyper contente. Et donc c'est tout récent et je travaille aussi sur un roman dont le sujet n'a rien à voir. C'est vraiment un roman plutôt sociétal sur une personne. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Personne qui n'est pas tout à fait bien dans son travail et qui se dit que peut-être ce serait cool d'aller vivre dans une communauté dans les bois, grosso modo. Et je travaille sur une série sur les belles-mères. Là qui sera un peu une série chorale dans laquelle on aura des portraits, on suivra 4 ou 5 belles daronnes, qu'il arrive évidemment tout un tas d'aventures absurdes et comiques. Donc voilà les projets sur lesquels je bosse le plus en ce moment. Trop cool, et ce projet de série qui a l'air trop cool, on en parlait un peu en off, un peu à la Working Mom. Je pense que ça peut en effet être absolument génial, donc trop cool de dépoussiérer en effet un peu l'image des belles-mères et ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est l'idée. Ouais, donc franchement c'est chouette. Du coup, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire depuis combien de temps tu es avec ton chéri Julien? Oui, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et j'ai rencontré son fils 1 an après, je dirais, 1 an après notre rencontre. Ouais. On a mis du temps. On voulait volontairement prendre le temps, vraiment déjà que son fils se fasse à l'idée que son papa avait une chérie. Et puis moi, c'est un rôle dans lequel j'ai été projetée de manière assez, je sais pas de manière assez naïve, mais c'est-à-dire que moi, je suis tombée amoureuse d'un homme. J'ai pas imaginé tout de suite le rôle que j'aurais à jouer auprès de son enfant. Je savais qu'il avait un fils, mais je me suis pas projetée dans ce rôle-là. Je me suis pas dit que j'aurais une place dans sa vie. Enfin, évidemment que je l'imaginais, mais je l'ai pas matérialisé. C'était assez étrange. Et donc, ça a mis un peu de temps parce qu'on voulait vraiment que les choses soient faites, je vais pas dire correctement parce que c'est pas un jugement pour les personnes chez qui ça va plus vite, mais en tout cas, on voulait prendre notre temps. Et on voulait qu'on puisse lui parler petit à petit, qui digère les choses avant de me rencontrer. Genre, ok, papa a une amoureuse, ok, enfin voilà, on fait les choses petit à petit. Et la rencontre, je sais pas si je vais trop vite, tu me dis, mais... Non, ouais, juste dis-moi d'abord, parce que du coup, j'imagine, d'après ce que tu me dis, que t'étais la première qu'il présentait après sa séparation. Ça faisait longtemps, lui, qu'il était... Pas du tout. D'accord. Non, c'était tout à fait frais.
Ok, et comment, enfin, est-ce que tu peux nous dire juste avant de revenir sur ce que tu nous racontais, mais comment vous vous rencontrez et à quel moment de votre rencontre tu sais qu'il a un enfant? Alors nous, on s'est rencontrés 8 ans avant de tomber amoureux l'un de l'autre. Ouais. On bossait dans un média tous les deux et j'étais assise à côté de lui. On ne s'est absolument pas calculé. Vraiment, pendant le temps où on a bossé ensemble. J'étais stagiaire, donc ça a duré 3-4 mois. Il était jamais aux soirées. Il était jeune papa, donc voilà, il était pas présent dans nos moments. Moi, j'étais hyper heureuse en couple, lui était hyper heureux en couple, donc on s'est pas calculé en fait. Enfin, vraiment, on était collègues et basta. Et on s'est revus donc 8 ans après, on s'est re-rencontrés, on va dire. Et là, en fait, on est tombés complètement amoureux l'un de l'autre à l'écrit, c'est-à-dire qu'on s'est revus une fois lors d'un événement. Ça, c'était par hasard quand vous êtes C'était revus. complètement par hasard. Ouais. On n'avait pas du tout décidé de se revoir et surtout, on n'avait pas gardé le lien pendant ces 8 ans-là. Enfin, vraiment, il n'y a pas eu de relation, quoi. Enfin, c'était pas suivi. Et on s'est retrouvés à un événement. On était là, genre, très drôle de se revoir. Incroyable, quoi. Et on a commencé à s'écrire de temps en temps. Vraiment à se donner des nouvelles, etc. Jusqu'à s'écrire de manière plus intense et à tomber complètement amoureux l'un de l'autre par écrit, quoi. Toi, il t'avait quand même bien plu au moment où tu le revois? Tu te dis un truc ou... Ouais. Oui, mais j'anticipe pas ce qui peut se passer. Enfin, vraiment, il m'a plu, mais je vais rien. Enfin, je suis pas dans la séduction, je suis pas dans le charme. Il y a pas de... il m'a plu, mais bon, je cherche pas quoi que ce soit. Ok. Et c'est vraiment, on a mis 1 mois à tomber amoureux l'un de l'autre, et ça m'est tombé dessus. Enfin, vraiment, pour le coup, on dit souvent que l'amour n'est pas un choix. Là, je peux me dire, c'est vraiment pas un choix. Ça m'est littéralement tombé dessus, en fait. Je m'attendais pas à ça. On était tous les deux très bouleversés de ça. Et c'était très beau. Mais en même temps, c'était aussi un peu vertigineux parce qu'un enfant et waouh, c'est pas le plus évident comme début de relation. Ouais, c'est clair, parce que du coup, là, à ce moment-là, tu y pensais quand même déjà. Tu te disais, merde, je suis en train de tomber amoureuse de lui, mais il a un enfant ou... Non, en plus, en vrai, si je suis très honnête, il était en pleine séparation. Et si je suis très honnête, sa séparation m'importait plus que sa situation de père. Et je voyais juste mon amoureux, je voyais juste... J'étais très focus sur nous, enfin sur notre couple et sur son ancien couple. Et j'ai mis du temps à intégrer la dimension famille. Ça a mis un peu de temps quand même à ce que je me dise, ok, il a un enfant, qu'est-ce que je fais de cet être-là dans notre vie? Et puis voilà, les débuts ont été un peu chaotiques, donc il y a bien eu 3 ou 4 mois où je pense que j'y ai même pas pensé en fait. J'étais focalisée sur notre couple et sur, ok, il faut que ça fonctionne, il faut que cet amour incroyable qu'on ressent l'un pour l'autre traverse un peu les épreuves, etc. Il faut que ça fonctionne. Ouais. Et comment tu te l'expliques aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu te l'expliques, le fait que son enfant... c'est que tu le voyais pas du tout comme un problème, tu te disais que c'était un peu accessoire, ça, je le voyais pas c'est que tu ne pensais pas du tout, enfin, Mais non, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres choses pas plus importantes, mais il y avait d'autres choses qui me semblaient plus urgentes à régler, des choses à dépasser qui me semblaient plus urgentes. Et surtout, son enfant, il y avait un truc un peu chaque chose en son temps, en fait. Ouais. Et ça, j'y penserai après. J'y penserai quand on aura un peu avancé de notre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin voilà, 3 ou 4 mois plus tard, après le début de cette histoire, là, j'ai commencé à me dire, ok, il y a un enfant. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Et au tout début, ça changeait rien puisque vraiment, on a mis 1 an à construire cette relation à 3, enfin en tout cas à se découvrir les uns les autres. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que pendant 1 an, moi, la seule facette que j'ai vue de mon amoureux, c'était cette facette d'amoureux. J'ai pas vu la facette du père. Et donc, je connaissais pas tellement ce mec en fait, finalement, parce que j'avais que la moitié de sa vie et surtout, tu peux pas connaître quelqu'un quand tu le vois que dans un seul contexte. Ouais, c'est clair. Donc c'était assez étrange. Et quand je l'ai découvert avec son fils, c'était là genre, ok, tout un tas de nouvelles données à intégrer. C'est vrai, ouais. Ah ouais, ouais. Oui, parce que d'un coup, la personne prend une toute autre dimension. Et c'est plus la même personne. Enfin, c'est plus la même personne. C'est évidemment la même personne, mais il y a des comportements qui sont pas les mêmes. Bah oui. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que t'en penses quand tu le découvres? Enfin non, raconte-nous peut-être d'abord, du coup, la rencontre, t'en étais là. Pourquoi déjà vous vous dites à ce moment-là, tiens, c'est le bon moment, tu vas rencontrer mon fils, ou je sais pas, voilà, qui prend la décision, mais pourquoi à ce moment-là et comment vous mettez ça en place, du coup, cette rencontre? Eh bien, c'était les vacances scolaires
Donc ça faisait déjà 1 an qu'on était ensemble. Et moi, je crois qu'il y a un moment où on se dit, ok, il faut passer à l'étape d'après, en fait. On est un couple, c'est très bien, mais lui n'est pas que en couple. C'est aussi un père que je vois très peu 1 semaine sur 2, puisqu'il est en garde alternée, en garde partagée, vraiment 50-50. Et donc 1 semaine sur 2, je le vois pas le soir, par exemple, puisqu'il est avec son fils. Et il y a un moment, ça commence à me peser, je pense. Enfin, ça commence à nous peser mutuellement, de se dire qu'en fait, on est contraint par un emploi du temps dans lequel on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et donc je pense que oui, il y a un moment, et puis il y a un moment aussi où moi j'ai envie de le rencontrer, ce petit gars, quoi. J'ai envie de savoir qui il est. Il m'en parle tellement souvent, c'est tellement la prunelle de ses yeux qu'il y a un moment, j'ai envie de concrètement mettre un visage sur tout ce qu'on m'en dit. Donc je sais pas comment se prend la décision, mais moi je sais que je ressens beaucoup d'angoisse à l'idée que ça se passe mal. On décide de se rencontrer dans un skatepark parce que mon bel enfant est un skateur chevronné. Enfin, ça change selon les années. C'est la trottinette de skate, peu importe. Et donc on se rencontre au skatepark et vraiment c'était très étrange. On était 2 animaux en observation, quoi. Il y avait vraiment je les ai aperçus à l'autre bout du skatepark, je me rapproche de mon mec, j'ose pas trop l'embrasser, je pense que je lui glisse une main dans le dos, mais genre pas trop de démonstration d'affection quand même. Mais je me mets à côté de lui et je vois son fils au loin qui nous voit, qui passe 1 fois devant nous en skate, puis 2 fois. Puis il fait quelques tours dans le bowl là derrière, genre je les regarde de loin, mais et puis jusqu'à ce qu'au bout de, je sais pas, 5-10 minutes d'observation, il arrive un peu timidement pour me dire bonjour. Et c'est fou parce que quand je vois la relation qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais. C'était il y a pas si longtemps que ça, finalement. Et ouais, il y a eu beaucoup on s'est apprivoisé. Et toi, tu te souviens de ce que tu ressens au moment où il fait ces tours-là, et c'est l'angoisse totale ou t'es plutôt zen? Ah non, c'est l'angoisse totale. Je pense que j'ai le cœur qui fait des bonds. Je crois que j'ai hyper mal au ventre. On a une relation avec mon mec qui est tellement forte que je me dis que c'est impensable que cet être humain qui est son fils ne m'aime pas, ou en tout cas qu'il n'y ait pas une relation qui se tisse entre nous. Et du coup, on a tous les 2 les mêmes angoisses, en fait. C'est-à-dire que mon mec me dit, avant qu'on se rencontre, il me dit, mais il a très peur que tu l'aimes pas. Je lui dis, écoute, c'est la même chose. Donc, Ah ouais. Donc, ils avaient pu en discuter ensemble, et lui, il lui avait dit, d'accord. J'ai peur qu'elle m'aime pas. Ouais. Putain, c'est fou. Et puis moi, de la même manière. C'est sûr. vraiment... je pense que ça peut mettre en péril un couple, en fait, quand le beau-parent et l'enfant ou les enfants ne s'entendent pas. C'est extrêmement compliqué de jongler avec ça au quotidien. Ouais, c'est clair. Donc moi, j'avais cette pression de... en fait, il y a un autre être humain qui peut mettre en péril ce qu'on est et qui peut faire que ça tourne au vinaigre, quoi. Donc, Et ça, c'est des inquiétudes que tu avais pu exprimer à Julien ou pas? Et lui, il te disait quoi sur ça? Cette rencontre, il l'appréhendait aussi, ou lui, il était zen par rapport à ça? Non, lui, il était plus zen. Alors après, on se refait toujours l'histoire, mais j'ai le sentiment que lui était plus zen et était plus en mode, mais ça va bien se passer, en fait. Il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Et puis surtout, lui était beaucoup moins drama que moi, à me dire, c'est pas si vous vous aimez pas, on se sépare. Enfin, en fait, on peut aussi avancer doucement. Et puis surtout, tu peux très bien ne pas aimer quelqu'un à la première impression. Et puis, tisser un lien petit à petit avec cette personne. Bien sûr, ouais. Tout comme à l'inverse, tu peux avoir un super bon feeling au début et te rendre compte qu'en fait, ça passe pas, quoi. Donc, oui, tout ne se jouait pas sur la rencontre, la première rencontre. Non. Donc, il a vachement dédramatisé tout ça. Genre, en fait, mollo, on va aller le voir faire du skate, on va aller manger un burger ensemble, et puis après chacun va rentrer chez soi, et voilà, on va y aller petit à petit, quoi. Et c'était très bien comme ça. Ouais, et du coup, t'en as quel souvenir alors, globalement? De marcher un peu sur des œufs. Ouais. Parce que je lui pose des questions, mais je lui pose vachement de questions sur l'école, etc., mais je le connais pas encore, je connais pas sa personnalité, donc je sais pas forcément ce qu'il aime. Je me souviens de mon mec qui fait le médiateur entre nous. Ah bah Naïs, elle fait ça, elle fait du dessin, elle aussi. Ou vraiment d'essayer de connecter, en fait, sur des sujets qu'on pourrait avoir en commun. Mais donc, ouais, quand même, j'y vais à tâtons. Et en même temps, il y a un peu du coup, je vois mon mec qui s'occupe vachement de son fils, mais qui en même temps lui répète toutes les 4 minutes de remettre ses mains sur la table. Et du coup, je me dis, je le connais pas comme ça. Ah oui, parce que là, tu découvres ton beau-fils, mais tu découvres aussi ton mec en tant que père, quoi, à ce moment-là. Ouais. Donc, je découvre... en fait, je suis un peu comme, je sais pas, je dirais un lapin pris dans les phares d'une voiture. Il y a un peu un truc de, ok, je dois appréhender une personne que je ne connais pas, et
une facette que je ne connais pas d'une personne que je connais et que j'aime. Ouais. Du coup, ça fait beaucoup d'informations pour mon cerveau d'un coup. Ouais. Mais la soirée se passe très bien, mais il y a quand même un truc, il y a un truc un peu chelou qui flotte dans l'air quand même. On sent bien que c'est pas complètement naturel, tout ça. Ouais. Bah non. Et d'ailleurs, est-ce que tu crois, ou est-ce que d'ailleurs vous en avez reparlé, que Julien, pareil, il se mettait la pression, tu vois, un peu genre, il voulait que tu trouves son fils hyper, je sais pas, peut-être, tu vois, qu'il se tienne bien, c'est pour ça qu'il était là, mais les mains sur la table. Enfin, tu vois, est-ce que lui s'était mis la pression aussi pour te montrer que son fils était quelqu'un de chouette, de poli Non, je pense pas. Je pense qu'il s'est plutôt mis la pression pour ne pas être trop relou avec son fils devant moi. D'accord. Je pense que c'était plutôt ça la pression. Ouais. Parce que son fils a aujourd'hui 13 ans et demi, on lui répète toujours de mettre ses mains sur la table quand il mange. Donc, d'accord. Donc non, et puis voilà, je pense que un enfant est ce qu'il est. Je pense qu'il avait aucune envie de le travestir, entre guillemets. Enfin, il avait juste envie que j'apprenne à le connaître pour ce qu'il était. Et non, après, il y a des choses sur lesquelles on continue à marteler, mais typiquement la politesse, etc. C'est un enfant qui est hyper poli, qui est très, très expressif, qui communique vachement. Enfin, c'est assez simple avec lui, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'il se faisait pas trop de doutes. Il y avait quand même certainement une appréhension, parce que c'est pas anodin comme rencontre. Ben ouais, c'est ça. Ce que je me dis, de tous les côtés. Il y a un peu un mix explosif quand même. On est tous, ok, il faut que ça se passe bien. Donc, il y a une espèce de pression interne chez tout le monde. Et tu te dis, c'est quand même un petit miracle quand on arrive à discuter à peu près sereinement et qu'on se quitte le sourire aux lèvres et que, genre, ok, ouf, ça s'est passé, quoi. Ouais, ça s'est fait, quoi. Ouais, ça s'est fait. Et il avait quel âge, le fils de ton compagnon, à ce moment-là ? Eh ben, il avait... Attends, je calcule, il a 13 ans et demi. Bah, il avait 10 ans. Ok. À partir de ce moment-là, c'est parti et vous vous voyez régulièrement ? Ouais, à partir de ce moment-là, on se dit, ok, viens dîner à la maison dans la semaine. Donc moi, je vais dîner chez eux, ce que j'avais jamais fait avant, évidemment, puisque je le connaissais pas. Donc je suis allée dîner chez eux, passer une première nuit chez eux, pour qu'ils s'habituent à ma présence, même si je m'étais dit peut-être que je vais pas dormir. Mais mon mec habitait super loin, c'était quand même très chiant d'aller chez lui, genre 1 heure de route, 1 heure de trajet, parce qu'on est à Paris. Et du coup, je m'étais dit, bon, je rentre, c'est vraiment si je sens que ça convient pas à son fils que je sois là. Enfin, s'il préfère qu'ils se retrouvent tous les deux, et c'était l'extrême recours, quoi. Donc j'avais quand même un peu prévu de dormir là-bas, et donc j'ai dormi là-bas. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps chez eux, la semaine où son fils était là, et puis à l'inverse, du coup, la semaine où il avait pas son fils, il passait plus de temps chez moi. Ouais, d'accord. Donc à ce moment-là, on peut dire que tu deviens un petit peu belle-mère officiellement, même si on reparlera de ce mot plus tard. Et du coup, est-ce que autour de toi, tu avais des familles recomposées ou des belles-mères ou pas du tout ? Non. Comme un paquet de femmes qui passent dans ce podcast ou dans ma newsletter, il n'y avait pas de référente. Il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient passées par là. J'ai essuyé les plâtres pour les copines qui aujourd'hui le sont. Ouais. C'était vraiment hyper solitaire. Et ça l'est encore. Hein. On a beau, j'ai beau avoir une amie qui est devenue belle-mère il n'y a pas très longtemps. Je trouve que ça reste encore solitaire. C'est encore... Il y a des choses que tu peux pas dire. Que tu peux pas dire, c'est pas vrai. Tu peux les dire, mais c'est sûr que quand tu as des schémas familiaux autour de toi plus traditionnel, c'est pas toujours évident de dire ce que t'as sur le cœur. Ouais, non, mais je crois que t'as raison, il y a des choses qu'on peut pas vraiment dire, enfin en tout cas qu'on peut dire mais qui sont pas forcément toujours très bien entendues. Enfin moi ouais, c'est ça. Et enfin moi je l'ai pas mal vu en effet en faisant ce podcast, et après moi j'ai une position un peu différente de la tienne puisque je suis et belle-mère et mère, mais du coup en effet tu vois bien que tu peux dire tout un tas de choses sur tes propres enfants que tu ne peux absolument pas dire sur tes beaux enfants. Enfin c'est clair. T'as pas le droit. Ouais. Déjà que t'es la seconde, déjà que t'es la nana qui arrive après la mère des enfants, faudrait quand même pas que tu te plaignes d'être là. Ouais, c'est ça. Et puis tu le savais, quoi. T'as pris un mec qui avait un enfant, voilà, tu le savais. Donc... cette phrase que je hais plus que tout au monde. Tu le savais, tu savais toi à quoi t'attendre quand t'es tombée enceinte. Bon non, pareil en fait. Ouais, voilà, ouais. Évidemment qu'on savait pas. Enfin, évidemment que c'est impossible de se figurer ce que ça va être et ce que ça demande comme énergie au quotidien. Enfin, c'est inimaginable en fait. Donc non, on savait pas. Mais c'est clair. Mais pourtant, enfin, c'est exactement comme la comparaison que tu fais. En effet, on peut se plaindre de ses propres enfants, alors que c'est pareil, on pourrait nous dire tu le savais, tu les as fait, mais pourtant c'est entendable de s'en plaindre, alors qu'en effet de pouvoir dire à un moment donné juste que que la coupe est pleine, ouais voilà, ou que juste tu vois, mais tu peux le dire aussi sur tes enfants, en ce moment il dort pas bien ou j'en sais rien, c'est accepté, mais que la coupe est pleine, c'est compliqué quoi, et quand en plus en effet tu n'en as pas autour de toi et du coup les gens peuvent pas du tout comprendre puisqu'ils sont dans des schémas plus classiques, c'est compliqué. Et du coup toi t'en avais quelle image par contre avant d'être dedans, enfin
de la famille recomposée ou de la belle-mère. C'est hyper compliqué de me souvenir. Ouais. Je sais que j'ai cherché à me documenter très vite quand même. J'arrive pas à savoir, mais il me semble quand même que c'était au moment du lancement du livre de Fiona Schmidt, Comment ne pas devenir une marâtre, ou genre 6 mois avant. Enfin, vraiment, c'est assez concomitant. Ouais. Et donc, je me suis un peu jetée sur ce genre de livre, sur son compte Instagram. Enfin, je suis allée chercher un peu des figures de belle-mère un peu référentes, puisque moi, j'en avais pas autour de moi, pour essayer d'appréhender un peu quel est le quotidien de ces femmes qui participent à l'éducation d'un enfant dont elles n'ont pas accouché. En fait, je savais d'avance que la vision très cliché, très conte de fées de la marâtre acariâtre pas sympa était évidemment un cliché qui allait me coller à la peau et que j'allais devoir un peu combattre. Mais je me doutais bien que c'était quand même pas la réalité de toutes les femmes qui vivaient ça. Enfin, c'était assez évident. Mais par contre, ouais, ça t'arrive parfois. Parfois, je me suis trouvée cliché. Dans les sentiments que j'ai pu, dans les émotions que j'ai pu ressentir à l'égard de cet enfant, notamment au tout début, où vraiment c'est assez compliqué quand tu n'es qu'un couple, c'est assez compliqué, 1 semaine sur 2, de ne plus du tout être un couple, de plus du tout être au centre. Un enfant qui est en plus un enfant unique, donc qui a un rapport au trio très particulier. C'est-à-dire qu'il a toujours été entre ses 2 parents et au centre de l'attention. Ses parents toujours tournés vers lui. Et du coup, moi, j'arrive là-dedans, on crée un nouveau trio dans lequel il ne peut plus être au centre et nous tourner exclusivement vers lui, puisqu'on est nous aussi en construction et qu'on doit aussi se tourner l'un vers l'autre. Donc c'est extrêmement compliqué à intégrer et parfois, quand je ressens un peu de jalousie à son égard, parce que ça arrive, faut quand même bien se le dire. Non, mais c'est bien de le dire, ouais. Je me sens comme une merde. Enfin, vraiment, je me dis, mais c'est toi l'adulte. Comment tu peux être jalouse d'un enfant ? Et ce qui est ouf, c'est que ça prend du temps à déconstruire. Aujourd'hui, vraiment, j'ai plus une once de jalousie. Enfin, il y a plus ça parce qu'on a réussi à trouver notre tempo. On a trouvé notre rythme, on sait comment on fonctionne et je sais très bien que la semaine où il est là, les amoureux se mettent un peu en sourdine et on a un autre tempo. On a le tempo familial. Mais ce tempo familial est aussi possible parce qu'on a notre semaine à 2. Et moi, c'est l'alternance qui fait que c'est vivable. Je serais comme une de mes amies H24 avec un enfant qui n'est pas le mien, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué et je crois que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais donc, pour complètement revenir au début de la digression, il y a des moments où j'ai l'impression d'être le cliché de la marâtre, où je me dis putain, mais tu peux pas ressentir ça à l'égard de cet enfant qui a rien demandé, qui subit la séparation de ses parents, qui subit l'arrivée d'une étrangère dans sa vie. Enfin, en fait, un peu d'empathie, t'as pas le droit d'être énervé, t'as pas le droit de... Et ça, c'est pareil. Ça, c'est bien au début. Maintenant, j'arrête de m'auto-flageller quand je ressens des sentiments négatifs. Parce qu'en fait, ils sont normaux. Enfin, vraiment, bien sûr. Évidemment que, ouais, je suis saoulée quand ça fait 14 fois que je lui demande de ramasser son slip. Enfin, c'est normal, quoi. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Et en fait, vaut mieux le dire, enfin, en tout cas, avoir un espace où tu peux le dire et que ce soit entendu. Et en fait, rien que de le dire, je pense que ça va juste mieux. Les 3 minutes après, t'es moins saoulé de l'avoir dit, quoi. Mais bien sûr. Et puis surtout, tu gardes moins ça en toi et donc tu redescends aussi beaucoup plus vite, en fait. Donc c'est beaucoup plus sain juste d'exprimer ses émotions. Et tu ne peux pas, enfin, moi, je trouve ça assez impossible de n'être qu'une bulle d'amour pour cet enfant. C'est impossible. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte au tout début de la relation. Et puis c'est hyper déstabilisant, hein. Faut pas se mentir. Je veux dire, composer déjà avec un enfant qui est là, que tu vois le matin, le soir, qui demande beaucoup d'attention, à qui t'essayes de faire plaisir un maximum quand même, parce que c'est pareil, tu le vois qu'1 semaine sur 2, donc t'as envie d'être la plus agréable possible, t'as pas envie que quand t'es là ce soit chiant, donc enfin bref, c'est compliqué, mais on y arrive. Non, mais je trouve ça super que tu décrives tout ça, parce que c'est exactement ça. Enfin, moi j'ai lu toutes tes newsletters, enfin t'en as sorti 3 je crois pour le moment, et tu dis que la belle-mère, c'est un peu elle a tout le temps le cul entre 2 nids, quoi, et je trouve que tu l'expliques hyper bien, et c'est vrai que c'est ça. Et quand tu dis
que t'as le droit en fait d'être saoulé au bout de 12 fois où tu lui demandes de ramasser son slip, mais en fait, on est saoulé quand son propre enfant le fait, ne ramasse pas, tu vois, et évidemment que je pense que quand c'est pas ton enfant, c'est sûr, tu as peut-être encore moins de patience et c'est complètement ok de le dire. Et c'est vrai que je trouve que la belle-mère, moi j'ai du mal à comprendre d'où ça vient, cette espèce de vision un peu négative qu'il peut y avoir dans la société, parce qu'en fait c'est vraiment ça, quoi. C'est des championnes du ni-ni. Faut trouver ta place entre être ni trop présente mais en même temps ni trop distante, moi je trouve que c'est hyper généreux en fait comme rôle tout le temps. Mais on devrait avoir des médailles, hein, vraiment. Non, mais je le dis en toute humilité, mais en fait, vraiment, je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance qui est fou, quoi, d'un rôle qui est absolument pas évident. Et j'imagine bien qu'il y a des femmes qui s'en battent les ovaires des enfants des autres et qui, du coup, sont des belles-mères plus distantes, ce que je respecte à 1000%, parce qu'en fait, il y a un moment, t'es aussi importante et tu dois passer, ta santé mentale, tu dois t'écouter. Donc, si ton modus operandi, c'est d'être à distance et de n'avoir que des rapports assez distants avec le ou les enfants, très bien. En fait, fais ce qui te convient le mieux. Mais pour les belles-mères qui sont plus impliquées, il y a un juste milieu, parce que, à l'inverse des belles-mères qui sont des mamans bis, parfois je me dis moi c'est pas ma place. Moi c'est pas là-dedans, en fait, je suis pas sa deuxième mère. C'est pas, et d'ailleurs c'est pour ça que le terme de belle-mère m'irrite un peu, c'est que je suis pas une maman en fait. Je suis une coparente, je suis pas sa grande sœur, ce serait ridicule de dire ça, mais je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais je suis un peu comme une tante, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait c'est hyper compliqué moi tout ce qu'on a, je veux dire, même en anglais où ils ont quand même des termes qui sont beaucoup plus intéressants, notamment cette notion de child free, quand tu as choisi de ne pas avoir d'enfant, ce qui est pour le moment mon cas. Je dis pour le moment parce que je suis pas à l'abri de changer d'avis un jour. Mais on va en rediscuter, Même si j'ai déjà 35 ans, donc si je change d'avis, il va falloir que je me bouge. Ouais, il y a le temps quand même. Non, mais bien sûr. Mais même en anglais où il y a plus de mots. Ouais, même l'histoire de famille bonus aussi. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça reste une maman bonus. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc de maman, toujours. Mais je suis pas une maman. Vraiment, je suis jamais à la sortie de l'école. Je fais des gâteaux une fois tous les 36 du mois quand ça me chante. Mais je suis pas... je suis là. Je peux être maternante. J'adore discuter avec lui des heures. J'adore lui faire des câlins quand il en a besoin, etc. Mais par contre, j'aide mon mec sur les devoirs. Notamment sur les matières où, clairement, moi, ça me demande... pas grand-chose. Des matières que Ouais, les matières que tu kiffes bien. Ouais, que je kiffe, y a aucun problème, je peux l'aider. Mais par contre, il faut quand même que mon mec reconnaisse que c'est pas naturel et que c'est cool de ma part de le faire. Et je pense que si j'avais pas cette reconnaissance de sa part, j'en ferais aussi un peu moins, mine de rien. Et pour autant, encore digression, hein, mais pour autant, ouais, je suis pas sa maman en fait. Et j'estime pas ça naturel, par exemple. Je sais pas, si mon mec est pas là un soir, que ce soit normal que je garde son fils. Genre en fait, on en discute. Et c'est plutôt, tu lui rends un service, quoi, tu vois, plutôt ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que je suis ok? Est-ce que je suis là? Est-ce que ça me dérange ou pas? Est-ce que j'ai d'autres choses de prévues? Si toutes les planètes sont alignées, je suis là, ça me dérange pas, je suis de bonne humeur. Et donc, il n'y a aucun problème, je reste avec son enfant. Mais par contre, s'il y a une des planètes qui part en vrille, trouve une autre solution, en fait. Parce que je suis pas... Ouais, c'est pas un dû... Non, c'est pas un dû. Et ça, parfois, tu vois, l'entourage du père, parfois, a du mal à comprendre ça, que c'est pas un dû. Attends, ta meuf, elle est là, elle peut bien le garder. Non, du coup. Ouais. Parce que je suis pas sa mère. Et lui, par contre, Julien, il entend ça complètement et vous êtes en phase là-dessus, ou ça peut un peu accrocher des fois? Ça, on est complètement en phase maintenant, mais ça a nécessité la discussion. Ça a nécessité qu'on en discute, que là notamment il joue au théâtre tous les jeudis soirs, et quand il a dit oui pour cette pièce, il m'a dit oh putain, ça va être trop cool, tu vas pouvoir tu vois, ça vous fait une soirée par semaine tous les deux, c'est génial quoi. Et t'as ton mec qui te dit ça et t'es genre ok, présenté comme ça, je passe vraiment pour l'immonde connasse de te dire fais chier, j'ai pas envie. Et donc du coup il m'a présenté ça comme ça, moi je suis restée comme deux ronds de flanc, genre ok, cool. Et je suis revenue le voir la semaine d'après, je fais en fait non, pas cool. Ça veut dire que mes jeudis soirs une semaine sur deux, c'est mort, je fais rien, je sors pas quoi. Ouais, et que limite en plus tu dois être hyper contente parce que c'est presque un privilège pour toi quoi. Ouais. C'était un peu... Oui, c'est ça. C'est ça. Et quand j'en ai reparlé, il me dit mais attends, t'as très mal compris, c'est pas du tout ce que je t'ai dit. Et du coup, t'es là genre, ouais, bon, j'ai peut-être interprété, mais je pense quand même que c'est ce que tu m'as dit. Mais ça nécessite qu'on en discute. Mais par contre, ce qui est génial, et je mesure la chance d'avoir un mec comme ça, c'est quand je lui dis une fois un truc, c'est pas qu'il recommence pas, c'est qu'il comprend, il entend ce que je lui dis, il l'intègre, et il y a pas de bataille 40 fois, quoi. Ouais, ça, c'est génial. Et ça me facilite la vie. J'ai beau m'énerver parfois sur des choses, il suffit que je lui dise une fois, genre ça pour moi c'est pas ok. Il a parfaitement intégré que c'est pas mon enfant, c'est le sien, et qu'en fait je suis là en bonus,
et qu'il n'a pas à m'imposer des choses que moi je choisis pas. Ouais. Et je trouve qu'on fait déjà assez d'efforts dans notre vie quotidienne, surtout nous les femmes, pour qu'on cherche pas un peu plus la barque. Et ça, il le sait, et je trouve ça génial. Et vraiment, il me répète très souvent que voilà, il sait que j'ai un rôle très important auprès de son fils, et il m'en remercie. Et c'est con, mais ça me fait un bien fou quand il fait ça. Ah non, mais je comprends trop. La reconnaissance, c'est hyper important. Ouais. Puis ça donne envie d'embrasser le rôle encore plus. Mais exactement, bien sûr. Mais du coup, tu te dis, bah, ok, c'est cool. Enfin, c'est chouette, quoi. Là, j'ai discuté avec une femme pour une prochaine newsletter où son conjoint trouve que c'est normal. Et genre, vraiment, c'est normal que tu t'occupes des mômes le matin. Et moi, j'ai hurlé intérieurement. J'étais genre, non, mais attends, en fait, c'est toi le père. Enfin, c'est normal que toi, tu t'en occupes. Mais ta conjointe, c'est pas du tout normal, en fait. C'est son choix. Donc, si elle le fait et qu'elle en est heureuse, tant mieux. Mais si elle le fait par contrainte, bah, je sais pas, juste prends une babysitter de temps en temps, offre-lui un bouquet de fleurs, sois super méga sympa avec elle et compense, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc, ça me semble assez évident. Ouais. Et ta famille, qu'est-ce qu'ils ont pu en penser quand tu tombes amoureuse du coup de ce mec-là qui a un enfant? Est-ce que tu as eu tes copines, ta famille, c'était quoi un peu les réactions? J'essaye de m'en souvenir parce que ça m'a pas marqué. C'est fou. Bah tant mieux, c'est que c'était peut-être pas, tu vois, un peu négatif, ou si ça t'a pas marqué, c'est que... Mais je pense que ça a beaucoup surpris mon entourage parce que je suis quelqu'un hyper indépendante. Mais à un point, je suis tout le temps barrée. Alors, beaucoup moins maintenant parce que j'ai une conscience écologique qui m'a rattrapée. Mais j'étais tout le temps barrée aux quatre coins du monde. J'étais journaliste, donc j'avais la chance de beaucoup voyager. Et clairement, moi, tout ce qui était attache, ça m'embêtait beaucoup. Ouais, ça t'angoissait même un peu, on peut dire, ou... Ouais, je pense que ça m'angoissait un peu, ouais. Enfin, il y avait un truc, j'avais besoin de me barrer. J'ai été en couple pendant très longtemps, et quand je me suis rendu compte qu'on était un peu sur les rails de genre famille, mariage, etc. J'ai pris peur très vite et je me suis dit ok, c'est pas ma vie ça. Enfin, j'ai pas envie, en fait, c'est pas moi. Et puis je me posais aussi beaucoup de questions sur la maternité, et notamment, enfin, j'étais plutôt sur la pente de je ne veux pas d'enfant. Donc ma mère était un peu en mode genre mais qu'est-ce que tu fais? Parce que là, d'un coup, c'est des attaches aux pieds quand même. Enfin, il y a ce truc de... tu te retrouves, du coup, dans un cadre familial que t'as pas choisi, avec une maman qui vit à 500 mètres de chez ton mec. Donc, en plus, tu vas devoir vivre à un endroit et pas pouvoir en bouger. Ouais, c'est ça. Pas évident, quand même. Ouais, ça crée des entraves, parce qu'en effet, t'es plus complètement libre de... Ah bah non. Je sais pas, si tu veux trouver un job ailleurs, c'est pas possible, faut que tu restes dans la même ville. Si t'as envie de partir faire le tour du monde, c'est compliqué, quoi. En tout cas, ça complique un peu plus des choix que tu pourrais faire s'il y avait pas... parce qu'on en a pas encore parlé, mais en effet, quand tu tombes amoureuse de lui et qu'il a un enfant, tu prends tout le paquet, et ça veut dire aussi l'ex, quoi, qui sera toujours là, quoi. Et on en parlera après, mais par contre, moi, j'ai ce truc j'ai tellement besoin de ma liberté que enfant, pas enfant, famille recomposée, pas famille recomposée, mon mois de mars, généralement, c'est le mois où je me barre à l'étranger toute seule. Et ça, par contre, je l'ai gardé. Ouais. Je me barre peut-être moins qu'un mois, parce que vraiment, un mois, c'est long, et il me manque très vite, tous les deux. Donc, je me barre pas un mois, mais par contre, je continue à m'en aller. Je me barre au moins 2 semaines, me faire ma petite cure à moi, quoi. Et c'est mon petit moment de... Je me ressource. Et donc voilà, je pense que ma mère était plutôt inquiète à cette idée, mais aussi assez heureuse pour moi que j'ai trouvé cet amour qui me renversait, qui me bouleversait totalement. Et avec qui, encore une fois, les débuts n'ont pas été simples. Donc elle m'a aussi ramassé la petite cuillère pas mal de fois. Mais je pense qu'elle était un peu méfiante, mais en même temps, genre, vas-y si tu le sens. Et ça, c'est un truc aussi, j'ai toujours pris toutes les décisions en écoutant mes tripes et pas autre chose, en essayant un peu de mettre ma tête en sourdine et d'essayer de pas trop intellectualiser les choses. Et en fait, je touche du bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Mais jusqu'à présent, j'ai toujours pris les bonnes décisions. Je me suis jamais, même s'il y a des épreuves, tout n'est pas que tout rose, mais j'ai toujours pris des bonnes décisions, et donc ma mère me fait vachement confiance là-dessus. C'est vraiment ok, si tu le sens, vas-y. Et puis le reste de mon entourage s'en fout, je crois. Vraiment. Tant mieux, écoute, c'est ce qu'il faut. Enfin, tu le dis dans un sens plutôt négatif. Tu veux dire que tu trouverais qu'il pourrait s'intéresser un peu plus, ou c'est juste que voilà, c'est un non-sujet, quoi? Non, c'est assez neutre. Je pense que c'est aussi neutre que leur je m'en foutisme. C'est vraiment... En fait, je fais ma vie. Et voilà, je retomberai toujours sur mes pattes, quoi qu'il arrive. Donc si elle a choisi avec des guillemets, un homme avec un enfant, c'est qu'elle le veut bien. Donc, attendons de voir ce que ça donne. Et au final, là, on a fait le premier Noël chez nous, avec ma famille, son fils et mon mec. Et donc, mon bel enfant a rencontré mes frangins. Et pour moi, c'était un énorme moment de joie. Ouais. Parce que vraiment, c'est ma famille qui se rencontre, en fait.
c'est ma famille que je suis en train de créer, c'est ma famille de naissance. Et pour moi, c'était très, très important. Ouais. Et là, qu'il y ait tout qui match, je trouve ça très beau. Je pense que mes frangins meurent d'envie de devenir tonton. Bon, je pense qu'ils seront parents avant que moi. Peut-être l'idée de devenir mère m'effleure. Ouais. Donc voilà, très bien. Construisez une relation avec cet enfant qui est déjà là, qui en plus vous regarde comme des potentiels tontons. Enfin, vraiment, il a passé la soirée fourré dans leurs pattes à jouer au basket avec eux, donc c'est très cool. Mais c'est très cool, ouais. Il a des oncles et tantes du côté de son père et de sa mère, ou pas? Beaucoup plus vieux. Il n'a pas d'oncle et tante du côté de sa mère, qui est fille unique, et du côté de son père est le dernier enfant d'une famille recomposée. Donc en fait, il a que des oncles et tantes bien, bien, bien plus vieux, mais même bien plus vieux que moi. Il a des cousines qui sont un peu plus vieilles que lui. Puis, ouais, c'est tout. En fait, je pense que les plus jeunes de ses cousins-cousines, ils ont genre 17 ans, quoi. Ouais. Donc, mais il les voit pas non plus hyper régulièrement. Mais par contre, il adore être entouré de gens qui ont son âge. La famille, pour lui, c'est hyper important. La famille nombreuse, surtout. Le pauvre qui est enfant unique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est compliqué à digérer pour lui. C'est vrai, il aimerait des frères et sœurs. Ah ouais. Il nous a tannés à un moment, y compris quand il était en vacances avec sa grand-mère, à m'appeler pour me dire « Mais au fait, c'était vraiment sûr que tu n'as pas d'enfant ?» C'est vrai, ouais. Genre, tu me feras pas un petit frère ou une petite sœur un jour? Et t'es genre, je sais pas, Loulou, c'est compliqué. Pour le moment, non, mais je peux pas te garantir que ça arrivera pas un jour. Mais pour le moment, en tout cas, pour moi, ce serait une entrave plus qu'autre chose. Donc, c'est pas à l'ordre du jour. Mais après, j'avoue que des moments comme je viens de passer, notamment là à Noël, de le voir, en fait, ça lui fait tellement du bien d'être entouré que presque ça jouerait dans la balance. Alors, c'est complètement ridicule, mais que presque ça viendrait ajouter un grain du côté de la balance de peut-être qu'un jour j'aurai un enfant. Ouais. Mais ce qui est complètement con, parce que si je fais un môme quand il a 20 ans, je veux dire, il sera déjà plus à la maison, quoi. Mais j'avoue que ça vient, ça alimente un peu le moulin de ok, peut-être que ça pourrait être cool, même si je suis à 95% convaincue que c'est pas pour moi. Mais bon. Et attends, après on reparle de ça parce que je voudrais en parler de ton désir de non-maternité. Juste, je trouve ça génial. Enfin, moi, c'est un des trucs aussi que j'aime bien valoriser dans le podcast, c'est que j'ai découvert moi avec la famille recomposée, cette idée un peu, comme on disait, de bonus, tu vois. Et là, tu me parles de ton beau-fils qui du coup se découvre un peu des oncles, tu vois. J'en sais rien si vous les considérez comme ça ou pas. Évidemment, il n'y a pas de lien de sang, mais c'est quand même des figures pour lui. Je sais pas s'il les verra souvent, mais qui peuvent être un peu comme des oncles. Et je trouve ça génial, quoi. Et d'autant plus que tu dis qu'il en a pas vraiment de l'autre côté. Donc bref, voilà, ça je trouve que c'est un des côtés hyper cool de la famille recomposée, et que quand tu as vu ça, je sais pas si lui, du coup, ton beau-fils, il a cette notion-là, et si vous en discutez, quoi, mais du fait que le fait que tu sois dans sa vie, ça lui amène des trucs en plus, en fait, plutôt que des trucs en moins, en fait. Voilà. Complètement. Et ça, il en est hyper conscient. Hein. Et vraiment, là, il était hyper triste parce que donc mes frangins restaient tout le dimanche, et lui il était hyper triste, toute raison gardée, mais sa mère venait le chercher dimanche matin, et il était vraiment en mode, mais oh bah non, du coup, je vais pas passer le dimanche avec vous, quoi. Et on lui a dit, mais on ira les voir. Moi, ma famille n'est pas du tout ici, elle est éclatée entre Lyon et la Lorraine. Et je lui dis, mais on ira les voir, Loulou, il n'y a pas de... Enfin, en fait... Ouais, ils sont dans ta vie, quoi, maintenant. Enfin, voilà, on pourra les... Ils sont dans ta vie, et on retournera les voir. Et il me dit, oui, mais il y aura ta mère et ta grand-mère aussi. Et du coup, il y a ce truc que je trouve très chou, il a aussi une belle grand-mère bonus et une belle arrière-grand-mère bonus, quoi. Et je trouve ça trop chouette. Et là, au final, il a eu des cadeaux de tout le monde sous le sapin. Enfin, moi, ça m'a beaucoup ému ce Noël. Ouais, j'étais très touchée. Ouais, mais ça m'étonne pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un des beaux aspects de ça, quoi, de ces recompositions, et auxquels on pense pas du tout au départ. Mais en effet, le rôle que peuvent jouer nos parents pour des enfants qui ne sont pas les nôtres, et voilà, et vice versa pour moi qui ai des enfants, mais avec le rôle que peuvent jouer les parents de mon compagnon, sa sœur et tout avec mes enfants, alors que ils n'étaient pas forcément voués à se connaître, quoi. Et je trouve que ça, c'est hyper chouette. Ouais, c'est très beau. Et vas-y, oui, est-ce que tu es OK de nous parler un petit peu plus du coup de ce désir de non-maternité tu le sens un peu évoluer du coup, ou pas vraiment? Enfin, t'as l'air de dire un petit peu là en cette période de Noël, mais... En fait, c'est très fluctuant. Enfin non, c'est pas vrai, c'est pas très fluctuant. En gros, quand je me suis mise en couple avec mon mec, je me suis dit que je voulais absolument avoir un enfant un jour. Enfin, pour moi, c'était... Enfin, non, c'est pas vrai, faut pas que je le présente comme ça. C'est que je me disais que je ne voulais pas qu'on me retire la possibilité d'avoir un enfant un jour. Donc ça a été important que je lui demande si lui, c'était OK, enfin si lui, il l'envisageait d'avoir un enfant un jour. Et lui, forcément, était un peu
un peu échaudée, en mode, en fait, je viens de me séparer de la mère de mon fils, j'ai déjà mis fin à une famille, il est hors de question que je prenne le risque de refaire ça une seconde fois. Donc lui était un peu en mode non. Donc là, t'es au tout début de ta relation, tu te dis, merde, dans quoi je me lance ? Parce que du coup, je me coupe la possibilité de... Et puis au final, j'ai quand même décidé d'y aller. Et on en a rediscuté 1 an plus tard. Et il me dit, en fait, je crois que ça me plairait, ça. D'y penser, en tout cas, d'y songer, et potentiellement qu'on ait un enfant ensemble, peut-être que ça me plairait. Sauf que moi, j'étais déjà en mode genre, finalement, je crois que ça me fait chier. Et donc là, c'est ces 3-4 dernières années, j'ai beaucoup lu sur le sujet, notamment de ce que la société impose aux femmes et de parfois la maternité, c'est plus un non-choix, et c'est plus subi, et c'est plus parce que c'est la norme, qu'un vrai choix d'avoir des enfants. Et moi, en tout cas, c'était ok, si je le fais, c'est pas pour faire comme les copines parce que je suis pas un mouton, mais c'est parce que c'est la norme, quoi. Parce que c'est le circuit logique d'un couple. C'était pas parce que j'étais animée d'un profond désir d'avoir un enfant dans les bras qui vient de moi. Et même à l'inverse, j'avais un peu ce truc, mais qui encore une fois, ce que je dis est valable pour moi, c'est pas du tout un jugement sur les décisions des autres. Bien sûr. Mais je me disais, en gros, que t'as tant de qualités que ça, que tu veuilles donner de tes gènes à un autre être humain, vraiment. Et donc ça me dérangeait beaucoup. Et puis surtout, la seule chose que moi, je vois dans la maternité qui m'excite un peu, c'est la transmission. Et c'est transmettre des valeurs, c'est... apprendre des choses à un petit être, voir sa personnalité évoluer, et surtout voir un être humain en devenir, en fait, et voir un potentiel enfant prendre forme et devenir un être humain à part entière. Et ça, en fait, mon beau-fils me l'apporte complètement. C'est clair. Je veux dire, je le connais depuis qu'il a 10 ans. J'espère le voir grandir très longtemps. Et je le vois déjà, je vois déjà sa personnalité qui s'affirme, je vois les conversations qu'on a qui sont hallucinantes. Parfois tout à fait terre à terre, faut pas se mentir, mais aussi parfois on a des très belles conversations qui durent 3-4 heures, c'est complètement fou. En fait, il comble ce besoin de transmission que j'ai. Mais j'avoue que parfois ça fluctue. Typiquement, je m'extasie pas devant les enfants. Je crois que ma vision de l'enfer, c'est vraiment genre un parc indoor de jeux avec des mômes. Je crois que tu me mets là, je meurs littéralement. Je déteste le bruit, j'ai besoin d'espace. Et donc en fait j'ai tellement de besoins en tant qu'être humain que je me dis ok, tu mets un enfant là-dedans, il vient grignoter tous ces besoins que j'ai. C'est-à-dire que j'ai souvent besoin d'être seule, isolée, sans bruit. J'ai mes boules caisses systématiquement dans la poche parce que j'ai aussi besoin de m'isoler phoniquement des autres. Et je me dis en fait tu peux pas faire ça quand t'as un bébé. Écoute, tu me fais chier Jean-Mich, je mets mes boules caisses, j'ai pas envie de t'entendre pleurer, c'est impossible. Donc ouais, j'en suis arrivée à la conclusion pour le moment, dans la balance, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Ouais. Et puis parfois, je regarde mon mec et je me dis surtout qu'on a une relation qui est tellement belle aujourd'hui, on s'est tellement battu pour ce qu'on a, que j'ai pas envie d'ajouter un grain de sable dans le rouage. Ouais, Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Peut-être déséquilibrer quelque chose. Ouais. Et en même temps, de l'autre côté, je le regarde et je le trouve tellement beau que je me dis putain, je voudrais bien voir la tronche qu'aurait notre enfant, et je voudrais bien voir ce que ça donne nous deux mélangés. Donc voilà, c'est extrêmement fluctuant. Je suis à 95%, je ne veux pas d'enfant, mais j'avoue que parfois il y a un petit truc qui te titille et tu te dis quand même, ça pourrait être cool. Mais je peux pas le renvoyer au service après-vente, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Une fois que la décision est prise. Ouais. Une fois que je l'ai fait, je peux pas me dire que finalement, ça me convenait. C'est clair. Donc, Et Julien, il en pense quoi ? Vous en parlez ou c'est pas tellement une discussion que vous avez Pour lui, c'est important que le sujet reste sur la table parce que je pense que lui, profondément, ça le dérangerait pas d'avoir un enfant. Et donc, il veut que je lui en parle.
Il veut que quand j'ai un changement d'émotion, un changement d'état, il veut savoir ce qui se passe. Et là, typiquement, quand j'ai vu son beau-fils à Noël avec mes frangins et que je me disais, ce serait cool quand même qu'il ait un petit frère ou une petite sœur, je l'ai immédiatement dit à mon mec. Et voilà, et on en a discuté. Il me dit, oui, enfin bon, je sais que t'en veux pas vraiment. Donc, tu sais, il a aussi un chaton dont il peut s'occuper. Hein. Enfin, te dis pas que tu vas faire un enfant parce que mon fils est seul, quoi. C'est pas... Et je dis, non, pas du tout. Enfin, c'est évidemment... je suis assez bien renseignée sur le sujet maintenant pour ne certainement pas faire un enfant pour assouvir les désirs des autres, en fait. Enfin, c'est impossible. Mais donc, le sujet est sur la table et surtout, il m'a dit, voilà, faut que tu te sentes hyper à l'aise de me parler de tous les changements. Et puis là, je suis en plein processus pour donner mes ovocytes. Génial. Et pour en congeler aussi pour moi. Et j'avoue que ça me libère beaucoup de me dire que, voilà, j'ai des œufs frais quelque part au congèle. Si un jour je veux en avoir besoin, ils sont là. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est un truc qui se fait en même temps. Tu vas faire un don et t'en congèles pour toi, voilà, si t'as envie plus tard. Il y a du coup préservation plus don. Et ça, je pense que ça peut changer aussi mon rapport aux choses. Enfin, tu vois, je vais quand même devoir subir un traitement hormonal pendant un mois, arrêter ma pilule. Enfin, je pense que ça peut changer mon rapport aussi à la maternité ou pas du tout. Enfin, je sais pas en fait. J'anticipe pas. Juste voilà, je fais ça. J'ai rendez-vous le mois prochain. Ah, c'est super. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, la discussion est une discussion ouverte. Ouais, ok. Trop cool. Et du coup, si on revient un petit peu en arrière, au bout de combien de temps vous avez eu envie d'emménager ensemble ? Très longtemps. Comment ça se fait, ce passage-là ? Ça a mis longtemps, puisqu'on a emménagé ensemble. Ça faisait 3 ans et demi qu'on était ensemble. Et parce que moi, je trouvais ça très, très pratique de pouvoir rentrer chez moi quand j'avais atteint ma dose, entre guillemets. Enfin, il y avait vraiment ce truc c'était précieux pour moi d'avoir mon chez moi. D'avoir ton petit endroit à toi, quoi. Ouais. Et j'avais un appart que j'aimais beaucoup. En plus, j'avais 2 chambres, ce qui à Paris est une hérésie. Donc, j'avais de l'espace. Je fais énormément d'activités manuelles. Donc, j'avais la 2e chambre qui était un atelier. Et je me disais, mais comment je fais ? Enfin, en fait, comment je fais pour faire rentrer mon 55 mètres carrés dans un espace où on va être 3 ? C'est impossible. Et en fait, on partait assez souvent en voyage ensemble. Et je crois que au bout de 2 ou 3 fois, ou en rentrant de voyage, on prend chacun un taxi pour rentrer chez nous avec nos grosses valises. Et au bout de 2 ou 3 fois où ça me fend le cœur et où je rentre chez moi en chialant tout ce que je peux, là tu te dis ok, en fait il y a un truc qui est pas complètement normal. J'ai pas envie de vous voir rentrer chez vous et moi de rentrer chez moi de mon côté. Enfin, et je crois que ça a vraiment été ça le déclencheur. Ouais, je vois trop le truc. Quand t'as passé des trop bons moments en plus en vacances et tout. Ouais. Alors une fois on rentre de nos vacances, de notre quasi mois d'été ensemble tous les 3 et chacun chez soi et je te dis mais enfin, ça me semble plus du tout naturel, quoi. Il y a un truc qui est pas possible. Et donc, on s'est mis à chercher en octobre 2020. Et on a mis 1 an à trouver. Donc, ça a été très, très long. Ouais, du coup, ça t'a laissé le temps un peu, peut-être, toi, de faire ton petit chemin aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait très lentement le deuil de mon quartier que j'adorais, que j'adore toujours. De mes petits commerçants, de ma petite vie avec mes repères. Hein. C'est quand même pas évident aussi de bousculer complètement tes repères. Au départ, on cherchait à s'installer dans la ville donc où lui vivait encore et où vivait son ex. Et en fait, on est allé visiter un appartement, ça l'a fait, on a déposé le dossier. Et au moment où l'agent immobilier nous rappelle, énorme crise d'angoisse. Mais genre vraiment grosse crise d'angoisse. J'ai pété un câble. Et donc là, mon mec m'a dit, ok, donc c'est pas cet appartement. Et je lui ai dit, en fait, il est très beau, mais potentiellement, me retrouver à la boulange en même temps que ton ex, c'est pas possible. Enfin, en fait, j'ai envie de faire mon lit. Si je dois quitter mon lit, j'ai envie d'en faire un qui nous appartient qu'à nous. J'ai pas envie de vivre à 300 mètres de chez elle, en fait. Et j'ai pas envie, même pour elle, parce que je me mets assez souvent dans ses pompes, j'ai pas envie qu'elle me croise. Enfin, j'ai pas envie d'être dans son espace vital. J'ai pas envie qu'elle soit dans le mien. Donc viens, on essaye de faire ça. Et ça n'a pas été simple parce que lui, au départ, ne voulait pas bouger. Et puis d'un coup, il s'est dit, ok, donc super, génial, j'impose un déménagement à mon fils et en plus, je vais l'obliger à prendre le bus pour aller au collège. Et là, par contre, là, c'est la femme très pragmatique qui a du recul et qui est plus tête froide que lui dit en fait tous les mômes, enfin je sais pas, moi j'avais 1 heure de marche, enfin j'ai pris le bus, j'avais soit 45 minutes de marche pour aller au collège, soit 20 minutes de bus, en fait ça va quoi, on l'a tous fait, donc je lui dis là il va avoir 10 minutes de bus, on a trouvé un appart, il avait 10 minutes de bus et 5 minutes de marche, je t'assure qu'il va, enfin vraiment il va survivre, hein. Et mais j'ai mis du temps à lui faire comprendre que ça pouvait être cool. Il a signé l'appart un peu par reculons.
mais un peu en mode genre je crois que j'ai fait une connerie de venir habiter là alors que j'aurais dû rester dans la ville où on était, et maintenant il me dit mais meilleure décision ever. Génial. Alors, en fait on est trop bien là où on est, l'appart est trop cool, on est près du métro, là où avant on était que près du RER, enfin il était près du RER, et surtout son fils adore l'appart, adore prendre son petit bus pendant 10 minutes. Mais ouais, mais il a un sas de décompression entre chez lui et le collège. Genre, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire, quoi. Attends, puis c'est cool de prendre le bus, franchement, il y a un côté un peu cool, je pense. Mais oui, et puis surtout, il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, c'est pas dès qu'il rentre du collège, il a 5 mètres pour aller... Enfin, en fait, il passe d'un endroit à un autre. Là, il a du temps de chemin, et puis il peut même descendre 2 arrêts plus tôt et passer par le bois, il marche un peu dans la nature. Enfin, en fait, c'est trop cool. Et donc, voilà. Aujourd'hui, les deux sont d'accord pour dire que c'est trop cool, mais ça n'a pas été le cas au début. Ça a été un peu dur, quoi. Ouais, mais je trouve cool quand même qu'il t'ait entendu, tu vois, et que toi, ce qui semblait hyper important pour toi, au final, a quand même été entendu, quoi. Oui, de toute manière... Ouais, pour toi, c'était no way, quoi. C'était vraiment... c'était physique. Je veux dire, j'ai vraiment fait une crise d'angoisse et il m'a dit « Ok, plus jamais ça. » Enfin, c'est pas possible d'aller habiter là si à ce point-là, ça te fait ça. C'est pas envisageable. C'est clair. Et aujourd'hui, avec un an de recul, tu te dis « Ok, ça aurait pas pu être autrement, en fait. » Enfin, vraiment. Tu la connais, du coup, sa mère, vous êtes déjà rencontrés? Non. Vous avez quoi comme relation? On s'est croisés 2 fois, vite fait, dans le hall de l'immeuble. Je pense qu'elle a aucune envie de me croiser. J'ai pas envie de la croiser. Je crois que c'est assez réciproque. Je pense qu'il n'y a pas de haine, mais il y a un peu de... Moi, je pense qu'elle ne veut pas me considérer comme la belle-mère de son fils. Je suis la copine de son ex. Il y a un truc de... Elle veut pas tellement que j'ai un rôle à jouer dans la vie de cet enfant, en fait. Et elle le martèle assez souvent. Genre, c'est moi la mère. Même si elle se doute pas du rôle que j'ai, je pense qu'elle peut pas le voir et elle voudrait pas le voir. Je pense qu'elle ne sait pas que parfois quand son fils lui parle hyper mal au téléphone, je vais le voir, je l'engueule et je lui dis tu rappelles ta mère et tu t'excuses immédiatement. C'est hors de question que tu parles à ta mère comme ça. Je pense qu'elle se doute pas du rôle de médiatrice que j'ai, ou quand mon mec veut lui répondre un truc un peu dur, ou pas dur mais juste il a pas bien compris, parce que quand même la communication c'est pas toujours évident, surtout avec des ex. Je lui dis oula, prends 5 minutes, je pense que c'est pas ce qu'elle a voulu dire, réécris ton message, sois plus sympa. Enfin voilà, je pense que ce rôle de médiatrice, elle le saura jamais, mais si elle savait à quel point je suis impliquée dans y compris dans leur famille, je suis pas sûre que ça lui plairait beaucoup, en fait. Pourtant, au final, ton rôle, il est plutôt positif, quoi. Et c'est vrai que je trouve que tu as raison, parce que je pense qu'assez souvent, les belles-mères jouent ce rôle-là. En effet, d'être plutôt médiatrice et justement d'apaiser le truc. Et c'est vrai que c'est pas du tout, je pense, perçu par... Enfin, j'ai pas envie non plus de, tu vois, dire un truc cliché. Des fois, ça se passe très bien. Mais il y a pas mal de mères qui, peut-être, en effet, ne perçoivent pas ça. Alors que je pense qu'assez souvent, la belle-mère joue ce rôle-là, quoi. Bah ouais. Et moi, je sais vraiment, il y a une très grosse différence entre les 2 êtres humains que j'ai rencontrés il y a 4 ans et demi, entre mon mec et mon beau-fils, et les êtres humains qui partagent aujourd'hui ma vie. Ils ont évolué, vraiment. Et j'ai envie de me dire que c'est un peu aussi parce qu'on fait partie de cette vie ensemble et qu'on s'aide mutuellement, qu'on se fait changer les uns les autres, qu'on s'apporte des choses, en fait. Et ça, ouais, j'ai envie de croire qu'on a un effet bénéfique les uns sur les autres, mais c'est évident. Mais ça, oui, je pense que, tu vois, elle met un point d'honneur à pas prononcer mon prénom et à m'appeler la copine. Donc, ouais, ça doit être quand même assez compliqué à gérer, par contre, pour son fils, quoi, parce qu'à la rigueur, toi, bon, ouais. Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être compliqué d'ailleurs aussi pour toi à gérer, je sais pas comment toi tu... Enfin, moi, ouais. Après, parfois, c'est un peu bisounours, hein, mais je crois que j'adorerais que ce soit beaucoup plus simple et que je puisse l'appeler parfois pour lui dire, bah tiens, j'ai eu cette conversation avec ton fils, en fait, ce serait tellement beau. Enfin, il y a un truc de 1 semaine sur 2, c'est avec moi qu'il passe le plus clair de son temps. Donc, j'adorerais pouvoir partager. Et puis, c'est très souvent qu'on a des discussions et où mon beau-fils me dit, bah, tu peux en parler à papa de ça? Et je suis aussi le médiateur dans ce sens-là, enfin, la médiatrice. C'est-à-dire que je suis parfois, ça arrive pas systématiquement, mais parfois la première oreille qui ensuite doit relayer le message. Et je me dis, ce serait très beau que je puisse faire ça aussi auprès de sa mère, mais c'est inenvisageable. Tu penses vraiment que si tu, je sais pas, essayais ou si... Non. Oh là là, non. Ouh là là. Ouais. Jamais de la vie. Non, elle est encore beaucoup trop en colère. Il y a encore trop d'émotions. Elle est trop à fleur de peau, je pense. La rupture. Elle a quelqu'un, elle, dans sa vie? On ne sait pas. Mais ça fait 5 ans qu'ils sont séparés. Souvent, ce jour-là, ça change quand tu vois. Je pense, ouais. C'est fou, hein, mais ouais. Ouais, je pense que ça change. Donc bon, j'ai assez hâte
de ça. Rencontre un mec ou rencontre une femme, parce que c'est cool aussi. Bien sûr. Et peut-être que tu te rendras compte du rôle que je joue dans la vie de ton enfant. Et peut-être qu'on pourra avoir des rapports un peu plus apaisés. Enfin, juste avoir des rapports, parce que pour le moment, c'est pas le cas, en fait. On ne se croise jamais. Je pense même, tu vois, il y a un truc, moi, pas qui me choque, mais elle a jamais vu notre appartement. Parce que je pense qu'elle ne veut pas le voir, mais moi, je me dis, j'ai envie de savoir où mon fils y vit. Mais bien Puis sûr. j'ai envie de savoir avec qui il vit, surtout, ça me semble hyper légitime. Et donc, plutôt que de me stalker sur les réseaux sociaux, ce qu'elle ne fait pas, je pense, hein, mais plutôt que d'aller voir une image tout à fait fantasmée, d'une vie qui n'est pas réellement la réalité, ou de moments choisis, en tout cas, rencontrons-nous, en fait. Mais par contre, tu vois, je pense qu'à aucun moment, elle le fait peser sur son fils. Enfin, je pense qu'elle a cette intelligence-là de pas du tout me critiquer, de pas parler de moi. Elle est peut-être surpris une fois une conversation, mais parce qu'elle parle à une pote. Mais vraiment, je pense qu'elle a pas du tout... Elle nous met pas des bâtons dans les roues, hein. Pas du tout. Ouais, parce que ça, pour le coup, tu le ressentirais, je pense, tu vois, dans ta relation avec lui. Ouais. Et c'est comment, du coup, justement, ta relation avec lui? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur cette place de belle-mère? Comment, toi, tu vois ton rôle? Comment, lui, tu penses qu'il te voit? Je suis un peu la marraine, quoi. Marraine, c'est compliqué parce qu'en même temps, je suis pas là que pour les cadeaux et les bons moments. J'ai de l'autorité. Je suis une coparente. Je coparente avec son père. Et surtout, on est hyper raccord sur absolument tous les sujets d'éducation. Ah, ça, c'est génial. Donc, il me fait confiance, les yeux fermés. Quand je dis quelque chose à son fils, il le respecte et il vient pas saper mon autorité derrière. Et parfois, même quand ça m'arrive très très peu d'élever la voix, quand j'arrive pas à me faire entendre, mais parfois mon mec me regarde et me remercie. Genre, merci de ne pas faire de moi le seul parent qui gueule, quoi. Genre, merci parfois aussi d'être la relou, parce que ça me fait du bien à moi en tant que père. Donc, il me laisse une très grande place, ça c'est très cool. Et donc, j'ai une relation avec lui qui se construit, hein, toujours. Je veux dire, c'est un travail de longue haleine quand même. Et puis là, on a vécu un moment très très dur à la rentrée où on a passé le mois de juillet ensemble, tous les trois. Puis le mois d'août en amoureux. Et pour moi, le mois de septembre a été terrible à vivre. D'un coup, il fallait que je me remette dans un rythme de trio. D'un coup, mon mec était tout le temps parti en tournage, en machin. Et tu te retrouves à être le mercredi seul avec ton beau-fils, alors que moi, j'ai un roman, un scénario en cours. Enfin, juste, en fait, je suis à la maison, mais je bosse. Enfin, je suis pas à dispo pour faire des crêpes, quoi. Et que mon bel enfant avait parfois du mal à comprendre. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, quand tu viens toquer à la porte de mon bureau et que je suis en train d'écrire, pour me demander typiquement où est le Nutella, moi, je mets une demi-heure derrière à me reconcentrer et à repartir dans le texte que j'étais en train d'écrire. Donc, quand tu fais ça toutes les 10 minutes, tu me fais perdre 1h30 de travail. Et c'est inenvisageable. Et ça, il l'a compris. Il me l'a fait une après-midi. Il l'a plus refait. Mais du coup, on a vécu un mois de septembre qui était tellement dur. Je crois que c'était le mois le plus dur de ma vie de Beldoche. Je supportais plus sa présence. Enfin, il y avait un truc de... Enfin, c'est pas que je supportais plus sa présence. Je supportais plus les moments où on était deux et où du coup, j'étais la seule personne qui pouvait venir déranger, entre guillemets. Et donc, j'ai beaucoup fui. La seule personne référente et du coup... Je suis allée beaucoup faire de sport, par exemple. Je suis allée beaucoup marcher dans le bois. J'ai fait beaucoup de trucs. Et voilà, et ça, j'en ai parlé à mon mec. Je lui ai dit, c'était vraiment pas évident, en fait, après un mois, tous les deux en amoureux, à s'éclater, à passer un mois à rigoler, à s'aimer. Enfin, genre, il y avait un truc un peu idyllique cet été. Et là, bim, tu repars dans... Ah là là, dans les repas où il faut manger à 20h max, j'aime pas les courgettes, ah non, ça j'aime pas, j'en veux pas, ah non, une quiche encore, on est marre. Enfin, tu repars dans un truc qui est pas simple, quoi. Mais bon, voilà. À part ce mois qui a été très compliqué, sinon, j'ai envie de croire qu'on a une relation qui est vraiment très belle parce que il peut me parler de tout et surtout dès que je ressens un peu de colère, je vais lui expliquer pourquoi je ressens ça. Et voilà, ça m'est arrivé sur un mercredi après-midi de péter un plomb parce qu'il était sur le canapé devant la télé alors qu'il aurait pas dû être là et lui dire je suis désolée mais là j'ai besoin de travailler et si t'écoutes la télé juste à côté de moi ça va pas le faire en fait. Et je l'ai dit de manière un peu ferme et je suis retournée le voir 1 heure après quand je m'étais calmée. Je suis allée chialer dans ma chambre comme une débile parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions autrement et je suis retournée le voir 1 heure après. Il m'a dit non mais je vais dans ma chambre. Je fais non écoute Loulou, je suis désolée, j'aurais pas dû être énervée, t'es chez toi, t'as parfaitement le droit d'être ici. Par contre, moi j'ai du travail, j'ai besoin de me concentrer. Si t'as envie de regarder la télé, déjà fais tes devoirs d'abord, mais si t'as envie de regarder la télé, prends l'ordi de ton père,
va ma tête dans ta chambre, juste j'ai besoin de calme un peu. Et je dis voilà, je suis désolée, je suis un peu à fleur de peau, je t'explique pourquoi. Et c'est très beau parce que lui en face, il comprend. Ouais, il est à un âge qui doit être assez chouette là, ce que je me dis, pour où vous pouvez échanger vraiment quoi, et où tu peux en effet dire là j'ai peut-être été un peu loin ou là machin. Et il comprend aussi les points de vue, il peut se mettre à ta place. Bah oui. Ouais, puis il est très empathique, donc il comprend assez vite les choses. Ouais. Il reste pas borné en mode je reste mon cul sur le canapé alors qu'il faut que tu bosses quoi. Ah non, c'est chouette. Et du coup, tu vois, dans votre organisation à 3, après j'imagine il est quand même assez autonome à 13 ans, mais est-ce que... non, faut pas assumer ça. Non, faut pas présumer ça. Ouais, d'accord. Non, mais tu vois, t'as pas j'en sais rien, t'as pas le bain à lui donner, j'imagine qu'il se douche tout seul, enfin voilà, tu vois, mais est-ce que tu vas être, ça va être plutôt son père qui va gérer tous les aspects un peu logistiques, chiants, et toi tu te gardes un peu le plaisir? Non, j'évite ça. Parfois, quand je suis pas dans le mood, je le dis à mon mec et je lui dis, je peux pas. Donc là, en gros, tu gères ton fils. Mais c'est hyper rare. Mais quand je suis à la maison, en fait, on est à la maison tous les 3 sous le même toit. Je suis pas une coloc, quoi. Enfin, je suis pas là. Donc oui, quand son père, ça fait déjà 4 fois qu'il lui demande de mettre la table, la 5e fois, c'est moi qui y vais, qui me lève, qui vais dans sa chambre, qui lui dit, tu te fous de notre gueule, là? Bouge tes fesses. Donc non, il y a... Mais parfois, j'ai pas envie, ça c'est certain, et dans ces cas-là, je fais pas. Mais c'est quand même assez rare. Et après, juste, non, il y a des choses pour lesquelles je te dis, tu vois, j'interviens sur les devoirs, etc. Mais que ce qui me plaît. Lui faire ses maths, c'est hors de question. En fait... je suis littéraire, je déteste les maths. Il est hors de question déjà que je passe 3 semaines à comprendre l'énoncé de l'exercice pour après lui expliquer. Enfin, non. Donc, mais par contre, il y a des trucs cool. Enfin, j'essaye d'apprendre l'espagnol en même temps que lui, parce que moi, j'ai fait anglais et allemand. Et donc voilà, il y a des choses aussi. C'est cool qu'on apprenne ensemble, qu'on soit dans la même dynamique et qu'on soit un peu d'égal à égal. Et j'essaye d'intervenir à tous les niveaux, enfin en tout cas là où je suis légitime entre guillemets. Et oui, parce que c'est aussi ma vie de famille en fait. Enfin, je fais partie à part entière de ce trio-là, et il n'y a pas de raison que je reste sur le canapé pendant qu'il est en train de s'arracher les cheveux pour lui faire vider le lave-vaisselle. Et tu parlais des débuts qui avaient pu être un peu compliqués. Est-ce que c'est lié à cette place de belle-mère et à la présence de ton beau-fils ou pas du tout? Non, c'était dans votre couple? Non, c'était vraiment lié à la rupture qui était encore extrêmement chaude, dont les cendres étaient encore fumantes. Et du coup, voilà, quand un début commence sur une fin, c'est pas évident, quoi. Ouais. T'as un peu, t'as un peu le goût de cendre toi-même. Ouais. Je sais pas quelle est cette métaphore terrible que je viens d'utiliser. Bah écoute, elle est pas mal, ouais. Mais t'as compris. Ouais, tout à fait. C'était très clair. Et du coup, dans cette place que j'ai l'impression que tu as plutôt pas mal trouvé, enfin, il me semble que le truc a l'air de plutôt bien rouler, même si, voilà, pas facile tous les jours, hein, mais est-ce que tu dirais que ton mec, il a eu, tu vois, un rôle important? Parce que, tu vois, il me semble qu'on est toujours un peu comme sur tous les sujets, d'ailleurs, on est toujours un peu en train de remettre sur la femme, en fait, mais tu vois, pour moi, il me semble que le coparent, et là, en l'occurrence, le père a pas mal son rôle à jouer aussi pour laisser cette place à la belle-mère, quoi. Ah, mais c'est évident. Je pense que il y a un moment, déjà, si la mère te refuse cette place et que le père s'y met aussi, mais laisse tomber, en fait, casse-toi, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? T'es pas là juste pour être la copine de papa. Enfin, en fait, si, pardon. Pour moi, en tout cas, parce qu'il y a des femmes, encore une fois, à qui ça convient parfaitement, et c'est tant mieux. Chacune fait en fonction de ce qui lui convient. Mais moi, en tout cas, il était hors de question que je sois juste l'amoureuse de papa. Et là, c'est terrible parce que parfois, c'est ce que je lui sors quand je suis énervée. Je lui fais, mais je suis ton amoureuse! Et genre, comme si je mettais une fin de non-recevoir, genre c'est tout ce que je suis, mais c'est pas vrai, en vrai. C'est pas ce que je suis aussi la belle-mère de cet enfant. Et il m'aurait pas fait de place, et il m'aurait pas dit à quel point ma place était importante. Et à quel point j'avais toute liberté de prendre la place qui me convenait. Et pas non plus une place à laquelle il m'a signé. C'est-à-dire, il m'a pas dit, tu t'occupes des devoirs, tu fais à bouffer. Enfin, c'était vraiment, écoute, c'est open, prends la place qui te convient, fais ce que tu veux. Il aurait pas fait ça. Je pense que je serais pas la belle-mère que je suis aujourd'hui. Je pense que je serais peut-être plus aigrie, je serais moins épanouie, ça c'est certain. Et donc moins heureuse, et donc plus là. Ça, je crois que c'est assez évident. Je me friterais plus avec mon mec, et surtout, j'aurais pas l'impression d'être à ma place chez moi. En fait, chez nous. Je me serais barrée depuis longtemps. Et au sujet de l'argent, est-ce que t'es OK pour en parler? Est-ce que c'est... Tu vois, est-ce que ça peut être Parce que je trouve que c'est un sujet hyper important, enfin déjà dans les couples, dans les familles, mais encore plus en famille recomposée, où ça peut être en effet compliqué. Enfin, toi, c'est pas ton enfant. Comment vous gérez ça?
Eh bien, justement, moi, le sujet de l'argent, c'est quelque chose... je m'en préoccupais pas tellement. Enfin, pour moi, c'était pas un nœud, c'était pas un sujet important, jusqu'à ce que le média Plan Cash me commande un article, un dossier sur l'argent des belles-mères, et que du coup, je commence à rentrer dans le dur et à interviewer des femmes, enfin des belles-doches, exclusivement sur ce sujet, et à lire surtout beaucoup d'articles, etc. Et là, je me dis, ok, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que bien souvent, les pères estiment juste que de tout faire à 50-50 avec la belle-mère. Sauf qu'en fait, du coup, on se retrouve complètement... on se fait baiser. Hein. Il n'y a pas d'autre terme, parce qu'en fait, c'est pas notre enfant. Et on se retrouve à payer 50% de tout, et donc à s'appauvrir encore plus, quoi. Et moi, je sais qu'il y a des choses qui sont encore un peu tabous. Justement, quand j'ai travaillé sur ce dossier sur l'argent et les belles doches, mon mec m'a dit, mais si tu veux, en gros, si c'est un message que tu essayes de me faire passer, si tu as découvert des choses qui te vont pas, genre on remet les choses sur la table, reparlons-en, on peut faire autrement, on peut faire différemment. Et en gros, moi, tout me va du moment où on l'a décidé. Mais il y a un truc qui me va pas, et ça, j'arrive toujours pas à lui dire. Et c'est pour ça que le podcast, parfois, c'est utile, pour faire passer des messages sans avoir à s'y confronter. Par exemple, quand on part en vacances, moi, ça me fait chier de payer la moitié du billet de train. Et pour l'instant, c'est ce que vous faites? C'est ce qu'on fait. On fait 50-50 surtout. Ouais. Surtout ce qui est moment à 3. Hein. Je paye absolument pas la cantine. Enfin, ça, il se démerde. Hein. Il a 2 parents. Ça me concerne pas. Mais par contre, vous êtes au resto, par exemple, où vous partez, c'est 50-50. Ouais, c'est 50-50. Et j'avoue que parfois, j'aimerais bien que mon mec, plus souvent, tu vois, quand on va au resto, alors là, on essaie de se limiter un peu, parce que l'inflation, hein, mais j'aimerais bien parfois que mon mec me dise, bah ok, là, c'est pour moi. Un peu plus souvent quand on est tous les 3, parce qu'en fait ça revient vite cher, et surtout un ado, je veux dire, c'est pas un môme de 2 ans qui mange que des petits pois, quoi. Donc même si conseil, ne donnez pas que des petits pois à vos enfants de 2 ans, je pense que ça va créer des carences à un moment, mais oui, parfois voilà, j'estime qu'il est parfaitement normal. Enfin, je m'en fous, je vais pas compter je vais pas compter les cordons bleus. Après, s'il y a des choses où on s'est mis d'accord, il y a plein de choses que je ne mange pas parce que je suis allergique ou parce que j'aime pas ça. Et typiquement, les cordons bleus et le saumon, par exemple. Le saumon, ça coûte hyper cher. Enfin, du coup, c'est des choses qu'il ne met pas sur la note. Ah ouais, d'accord. On a un tricount, donc on rentre les courses qu'on fait mutuellement, etc. On essaye d'équilibrer à la fin de l'année, généralement, ou le mois suivant si c'est trop déséquilibré. Mais il y a des choses où il sait qu'il les met pas. Il les met pas. Mais à part ça, c'est 50-50, même les courses, quoi. À part ça, c'est 50-50 pour tout. Mais ça sera peut-être amené à évoluer quand on aura, je sais pas, quand on aura plus d'argent. Quand tu as fait ton article et que tu as bossé sur le sujet, est-ce que tu entrevois des solutions, tu vois, qui peuvent fonctionner? Parce que je trouve qu'en effet, c'est un sujet super compliqué. Ce que je trouve assez sain, moi, c'est de faire une clé de répartition en fonction des revenus, déjà. Et potentiellement aussi, si le père est vraiment plus aisé, de se dire que, par exemple, pour les courses, c'est lui qui prend 2/3 et la belle-mère ne prend qu'1 tiers. Le père ou la mère, hein, parce que évidemment, faut être quand même un peu inclusif, mais que en fait, le parent prenne peut-être plus des courses que la belle-mère. Et après, il faut que tout le monde soit hyper raccord avec la manière dont c'est calculé. Et il faut que le parent prenne un peu plus sa part, peut-être parfois. Moi, je sais que j'ai pas... Enfin, quand mon mec gagnera peut-être plein d'argent, pourquoi pas. Pour le moment, c'est pas le cas, donc ça me semble normal. Moi, je gagne plus d'argent. Ça me semble normal qu'on fasse 50-50 et que donc ça semble inéquitable d'un côté, mais de l'autre, je gagne plus de thunes. Donc en fait, je participe autant. C'est comme si je participe plus. C'est comme si je participais plus. Enfin bref. Ouais, non, mais je vois. En effet, si tu gagnes plus, mieux ta vie que lui, je trouve que ça rééquilibre aussi, parce qu'après, il y a aussi un truc de couple. En effet, celui qui gagne plus, mais un peu plus. Bon voilà. Enfin, c'est. Mais ça me semble logique. C'est ça qui est compliqué, quoi. C'est que je trouve que ce sujet il relie plusieurs sujets, parce qu'il y a à la fois en effet celui qui a un enfant ou qui en a plus que l'autre, mais il y a aussi une histoire de revenus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais tu vois, j'estime, et je trouverais ça juste, que quand la situation s'inversera, parce que justement je suis autrice et que quand même on gagne pas beaucoup d'argent en écrivant des romans, que quand la situation s'inversera, et si un jour elle s'inverse, que lui investisse plus, et que, ça me semble tout à fait normal. Mais après, faut que chacun et chacune fasse en son âme et conscience. C'est vraiment, il faut en discuter par contre. C'est des choses, on peut pas se laisser imposer. Ouais, c'est ça. Et tant que chacun s'y retrouve, c'est ok. Mais c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais il faut que chacun s'y retrouve. Et pareil, autre sujet sur le fait que là, vous avez lié une relation, que tu es attaché à cet enfant, que lui est attaché à toi, et que voilà, vous êtes en train de former cette famille. Qu'est-ce que tu te dis du fait qu'un jour, si ça se termine entre toi et Julien, est-ce que vous en discutez? Qu'est-ce qui peut se passer du coup pour son fils? Ouais, c'est compliqué parce que je lui ai déjà dit à Julien, je fais le jour où ça se termine entre nous, je dois faire le deuil de ma relation avec toi et le deuil de ma relation avec lui. J'ai un double deuil à faire.
Et je lui dis ça, je pense que t'envisages pas à quel point ça peut être douloureux, parce qu'il y a déjà eu quelques petites ruptures entre nous. Ouais. J'évite d'y penser. Je pense aussi que d'une certaine manière, je m'en protège, c'est-à-dire que j'aime son fils, mais je pense que je pourrais l'aimer encore plus, mais que je me l'autorise pas forcément. Enfin, je sens que j'ai une armure, quoi. Je sens vraiment que parfois, je me mets des barrières, parce que la chute pourrait être vraiment douloureuse. Et ça, c'est fou, parce que depuis que je commence à prendre la parole sur ce sujet, que je suis un peu identifiée comme la belle doche, je rencontre vachement plus de femmes plus âgées qui sont passées par là, et il y en a pas une qui ne me dit pas « protège-toi, ça fait mal quand tu les quittes ». Genre vraiment, le nombre d'exemples que j'ai, mais maintenant, j'en ai pléthore, de femmes qui se sont séparées après avoir vécu pendant 20 ans avec les enfants, et qui les enfants, du jour au lendemain, ne donnent plus de nouvelles, alors qu'elles les ont élevés de leurs 4 à leurs 24 ans. Enfin, vraiment... elles ont été là, quoi. Et ça, moi, j'avoue que c'est un crève-cœur, rien que d'y penser. Et voilà, et mon mec, il me dit, ouais, c'est hyper injuste, en fait. Mais j'ai découvert, du coup, en travaillant un peu sur le sujet, mais ça, je ne ferais pas ça à la mère de son fils, mais qu'on pouvait adopter quand même. Même si les enfants ont déjà 2 parents, un 3e parent peut adopter. Et c'est con, mais du coup, ça me met un peu de baume au cœur de me dire, je sais pas, peut-être qu'un jour, si les relations sont hyper apaisées, peut-être que je pourrais l'adopter. Et peut-être qu'il pourrait être un peu... Mais du coup, t'es identifiée comment ? Enfin, comment ça se passe Je sais pas, je suis pas plus renseignée que ça. J'ai vu ça au détour d'une lecture pour avoir un livret de famille et tout. Mais je sais pas, en fait, ça fonctionne très bien, notamment pour les héritages, etc. Ou pareil, hein, les beaux-enfants, du coup, ils ont droit à rien de ta part de belle-mère, sauf si tu l'exprimes explicitement. Ouais. Mais j'avoue que ça m'a fait plaisir de me dire, en fait, on est quand même dans les choux en France sur la reconnaissance légale des beaux-enfants et de la famille recomposée globalement. Enfin, je veux dire, elle n'existe pas. Hein. Dans les stats de l'INSEE, elles existent. On est 10% quand même de familles recomposées en France, mais ça n'existe pas ailleurs. Non, mais c'est juridiquement, clair. etc. Politiquement, nada, quoi. Complètement, c'est clair. On est encore dans la France de Pétain où vraiment, c'est la famille nucléaire, quoi. Ça n'existe pas. Et tu le vois quand tu mets un pied dedans, rien n'est fait, que ce soit au niveau des impôts, au niveau de la CAF, tous les trucs, mais rien n'est fait pour les familles recomposées, quoi. C'est le néant. C'est complètement dingue. Donc voilà, c'est là, j'évite d'y penser, tout simplement. On en parle de temps en temps, mais j'avoue que c'est tellement pas notre réalité. Enfin, en fait, tout va très bien. Oui, mais c'est ça. Enfin, de toute façon, probablement que ça n'arrivera même pas. Mais c'est vrai que je trouve intéressant d'en parler quand même, comme c'est une réalité des choses et de cette place de beaux-parents. Mais évidemment que tout ce qu'on souhaite, c'est que ça n'arrive pas. Quoi. Mais il y a un côté un peu ingrat à cette place-là aussi pour ça. Quoi. C'est vrai que... Ça, l'injustice. Et est-ce que, je sais pas, par exemple, un mariage, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter ? Non. On se l'est dit. On s'est demandé, c'est pas vrai. On s'est dit ça un soir devant la téloche, sans cérémonie aucune, mais on s'est demandé en non-mariage. Et on s'est dit qu'en fait, pour nos 10 ans, on se ferait un non-mariage. Genre une cérémonie avec tous nos potes. Mais j'ai pas forcément envie qu'on soit... Enfin, tu vois, je m'en fous que ce soit reconnu légalement, qu'on passe à la mairie, que... Vraiment, ça m'importe peu. Mais par contre, qu'on fasse une teuf et que notre amour soit un peu au centre, le temps d'une soirée, avec tous les gens qu'on aime, ça me semble important. Mais vraiment, pas maintenant, dans 5 ans, quoi. Non, mais c'est chouette, c'est une belle idée aussi, je trouve. Et lui, il était marié avant ou pas du tout ? Non, c'est pas quelque chose qui le botte plus que ça. Ok. Et du coup, est-ce que on arrive un petit peu à la fin, mais j'ai envie de te demander si même si je crois que tu nous l'as quand même dit plusieurs fois, mais est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une famille à part entière quand vous baladez tous les 3, que vous êtes en voyage et tout Oui, il y a pas de doute là-dessus. Je pense que c'est il y a ces défis, hein. Mais et surtout après avoir passé Noël avec mes 2 familles, ça a encore plus enfoncé le clou de on a une famille en fait, c'est évident. Et peut-être que c'est une famille qui durera pas toujours, mais j'ai l'impression qu'en plus on est un couple tellement solide. Je sais pas. Alors évidemment que ça peut se terminer. Hein. Je dis pas qu'on va rester ensemble jusqu'à notre mort, hein, mais mais après ça comme tout le monde, tu vois. Enfin après quelle que soit la famille, même si c'est dans la famille nucléaire classique et tout, à tout moment ça peut se terminer aussi, quoi. Ouais, en fait on fait famille et je pense que à jamais, même si on n'est plus ensemble, on aura fait famille pendant 10, 15, 20 ans et ça restera en fait. J'espère. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner de belle-mère à, je sais pas, soit à des nanas qui nous écoutent ou à des hommes qui nous écoutent et qui tomberaient amoureux là en ce moment, tu vois, de quelqu'un qui a déjà des enfants ou à des belles-mères qui sont en train de galérer en ce moment Moi, c'est la question que je pose à toutes les femmes que j'interviewe et ce qu'on me donne à 100% du temps, c'est écoutez-vous. Alors ça, évidemment, écoutez-vous, mais ça va de soi. Mais parlez, essayez d'en parler autour de vous. Venez nous en parler à nous. Qui avons des podcasts, des newsletters. Je pense que c'est un peu cathartique. Il y a vraiment, c'est un exercice qui est pas inintéressant, vraiment, de se libérer de certaines choses et surtout de parler à d'autres femmes qui comprennent
absolument ce que vous ressentez, chez lesquels il y a zéro jugement. Et ça me semble assez essentiel, en fait, pour mieux aborder ton rôle, de réussir à parler à d'autres personnes qui comprennent ce que tu leur racontes. Et si malheureusement, elles n'ont pas la chance d'avoir un mec ou une nana qui les comprennent, il y a d'autres femmes dans ce monde qui sont capables de les comprendre. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et c'est ce qui me manquait au début. Et en fait, j'ai créé des groupes WhatsApp. Il y a 1000 autres groupes WhatsApp de belles-mères. Moi, je trouve ça hyper important. Et vraiment, du coup, en parlant, on découvre toute une nuée de belle maternité et de manière d'être belle-mère. C'est hyper enrichissant. Ça déculpabilise beaucoup. Donc, faut y aller, quoi. Parler. Trop bon conseil. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des ressources, parce que du coup, t'es à fond dans le sujet et tout. Donc, je sais pas, des bouquins qui t'ont marqué. Enfin, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc du coup, on peut les citer. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, j'ai fait un benchmark parce que je suis en train d'écrire un bouquin sur le sujet qui est encore autre chose dont je ne vais pas parler, mais bref. Mais un bouquin, du coup, vraiment sur plutôt un peu de conseils. Oui, plutôt guide. Ouais, ok. Ouais, non, genre guide de voyage, quoi. Guide de voyage en belle Ouais, trop cool. Et vraiment, moi, je trouve que comment ne pas devenir une marâtre est assez essentiel. Et après, il y en a beaucoup d'autres, notamment de psychologues, mais dont je n'ai pas les noms là tout de suite. Il y a l'enfant de l'autre, notamment, qui est pas mal, me semble-t-il. Et voilà, les podcasts, le tien, Feu, ma belle-mère bien-aimée, qui est quand même très chouette. Je ne vais pas le redire, mais évidemment ma newsletter, Beldoche, sur Kessel. Et puis en série, il y a Jeune Égolerie, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est assez cool. Comment tu dis ? Jeune Égolerie. Ouais, d'accord. Sur ce sujet-là, qui est sur Netflix, me semble-t-il. Ah bon, ok, ça me parle pas du tout. Et parce que ça n'a pas été marketé comme ça. Ça n'a pas été marketé sur le fait que le perso principal, enfin l'héroïne principale est une Beldoche. Ouais. Et pour autant, c'est ce qu'elle est. Et c'est même le nœud de l'histoire. Mais ça a été marketé comme une série sur le stand-up et la comédie, quoi. Sauf qu'en fait, vraiment, le perso principal est belle-mère et c'est un peu ses déboires et ses réussites. D'accord. Et moi, ça m'a fait du bien de la voir, cette série. Je l'ai vue il y a un mois. Je l'avais pas regardée avant. Ça m'a fait du bien. Trop cool, je me le note. Et sur Netflix, il y a une série aussi, je sais pas, qui est un peu passée... on n'a pas trop parlé non plus, la Bonus Family, un truc comme ça, une série suédoise. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas vu passer ça. Qui est pas mal aussi, ouais. Ok, très bien, je regarderai. Ouais, et écoute, génial. Moi, je redis qu'en effet, il faut s'abonner à ta newsletter. Je remettrai le lien d'ailleurs, parce que comment on fait pour s'abonner en fait ? Il faut aller sur Kessel et on la trouve ? Alors, je suis en homepage en ce moment, mais sinon, il faut aller sur mon compte Instagram. Ouais. Si tu peux mettre le lien, c'est cool. Ouais, je vais le faire. Et il y a tous les liens dans ma petite bio. Ok. Et sinon, je crois que c'est belle-doche.kessel. C'est un peu compliqué. Mais je mettrai les liens, de toute façon, je mettrai les liens de tout ça. Ça marche, trop bien. Et est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se quitte ? Je crois qu'on a fait pas mal le tour, là. Ouais, il me semble aussi. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Enfin, on n'a pas tout dit. On pourrait se revoir dans 6 mois, il y aura encore 1000 choses à dire. Mais c'est ça, tu reviendras nous parler de ta série. Oui, avec plaisir. Quand elle sera sortie, et de ton bouquin, et de tout ça, quoi. Parce que, ouais, carrément. Parce que c'est ce qu'on disait un petit peu en off aussi, c'est qu'on peut peut-être finir sur ça, si tu veux un petit peu nous dire ça, que tu as fait du coup quand même de la belle-méritude un truc plutôt chouette. Un terreau fertile de création. Ouais, c'est ça. Ça m'a été, très utile finalement pour venir abreuver toute une partie plus artistique de moi et j'en ai fait vraiment c'est pas un médium d'expression, mais en tout cas ce sujet-là est devenu au centre de ce que je crée en ce moment et du coup c'est un peu comme si ça légitimait ma place de belle-mère aussi, de me dire ok, je vis ça évidemment pour l'amour de mon bel enfant et pour ce qu'on crée ensemble, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir ces outils-là à ma disposition et de pouvoir en faire autre chose et de pouvoir aller chercher des femmes à qui je tends mon clavier. Mais c'est cool d'en faire autre chose aussi et que ce soit un terreau hyper fertile de créativité. Moi, c'est très beau et du coup, ça fait que les expériences parfois un peu négatives ou en tout cas un peu douloureuses de mon quotidien de belle-mère, je les prends avec un pas de recul et je me dis c'est pas une expérience douloureuse, c'est une anecdote pour ta série. Et ça, c'est assez cool. Ouais, j'avoue. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Anaïs. Et merci à toi Élise pour ton écoute. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que le parcours de belle-mère d'Anaïs vous a parlé, vous a inspiré, vous a aidé aussi. J'espère aussi qu'il participera à donner une vision plus juste et plus moderne de la belle maternité que ce qu'on a pour le moment l'habitude de voir et d'entendre. Je remercie infiniment Anaïs d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire de belle maternité. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le liker, à le commenter sur Apple Podcast, à vous abonner au podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families.